Federico Benincasa, bonjour et bienvenue sur BlockX. Federico, tu es aujourd'hui CEO de Personal NFT de Wallburners, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter et ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à tous. Non, moi, je m'appelle Federico Benincasa, j'ai 49 ans maintenant. Je suis ingénieur, diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, il y a bien longtemps, il y a en 95, quelque chose comme ça. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis. J'ai commencé en Silicon Valley, justement en 95, sur les tout premiers projets d'outils de développement Internet. Je suis revenu en France autour de juste un peu avant l'an 2000. J'ai passé 2-3 ans à Cupertino et à Saint-José. À Paris, j'ai repris des fonctions qui étaient moins des fonctions de développement et plus des fonctions de BizDev dans pas mal de boîtes. Et au final, j'ai monté ma propre entreprise, qui était dans la pub en ligne, il y a maintenant bien 10 ans. C'est un moteur de publicité en ligne et depuis j'ai fait une carrière en fait en tant que directeur produit, CPO dans des boîtes qui font de la publicité programmatique. Ce que j'ai fait jusqu'à, la fin de 2021, un tout petit peu avant, où j'ai, quitté mon emploi salarié pour me lancer, dans l'aventure blockchain ou en tout cas dans l'aventure NFT à travers, une entreprise qui s'appelle, Wallburners, Personal NFT. En fait, on a 2 noms parce qu'on a un peu deux entités, une qui est une technologie et qui est peut-être la plus intéressante et une deuxième qui est, une place de marché qui est l'expression de ces technologies. En fait, on propose la technologie en marque blanche et l'autre est en fait, un exemple ou un déploiement de cette technologie. C'est une entreprise que Ok, j'ai montée avec un associé, enfin avec plusieurs associés, mais notamment un associé principal qui est le CTO, qui est Antoine Bonavita, qui est un peu une légende dans le monde de la tech, justement. C'était l'ancien CTO de Sticky Ads, puis de Freewheel. Il était très connu chez Dailymotion et d'autres boîtes. Et c'est quelqu'un d'à peu près de ma génération. Donc on est un peu de papy dans le monde de la blockchain. Et ce qui fait qu'on a une approche probablement un peu différente de l'approche classique et qui est en train de se révéler un petit peu disruptive, ce qui est assez marrant d'ailleurs de voir ça avec le recul. d'accord, ouais, super. Bah, avant d'attaquer sur Wallburners et Personal NFT, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est justement voilà, comment tu as entendu parler de la blockchain, du potentiel et voilà, de se dire les NFT c'est pertinent, je vais vouloir me lancer là-dessus. Bah, en fait, on a décidé de se lancer dedans avec mon associé pas tellement parce qu'on a voulu rejoindre la course, mais c'était à l'époque où effectivement il commençait à y avoir le gros boom des ventes NFT, notamment Beeple, ce genre de choses. Donc c'était en milieu d'année précédente, l'année dernière. Et en fait, Antoine et moi venons du monde du contenu. On a fait quand tu viens de la pub, en réalité, tu parles à des éditeurs, des gens qui ont du contenu, qui veulent monétiser. Et donc on venait d'un monde où le contenu et le contenu digital était extrêmement important. Quand tu bosses dans des boîtes comme Freewheel ou des choses comme ça, tu as affaire à des gens dont l'obsession est savoir qui regarde quoi et qui paye pour regarder quoi. Et on a vu débarquer, les ventes NFT comme étant, finalement la création de certificats de propriété sur des objets digitaux, sauf qu'à aucun moment, ça tenait compte réellement de la priva de l'exclusivité du contenu. C'est-à-dire que on a vu un monde dans lequel les gens payaient pour dire qu'ils possédaient quelque chose. Ce quelque chose était souvent assez simple, c'est une image et pas plus, et puis on sentait qu'il y avait un gros vide en disant: «Mais oui, mais comment tu fais rentrer les gros acteurs, les gens qui font du film, qui font du cinéma, qui font des contenus dans un univers où on est en train de dire le contenu est visible par tout le monde, ce qui change, c'est la propriété». Et c'est ça qui a été le déclencheur, parce qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à aller creuser. Et c'est comme ça qu'on a voulu aborder le problème du NFT par l'angle du contenu. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je crois qu'on n'est pas très nombreux à avoir pris ce chemin-là, qui est un peu à contre-courant, du web 3 tel qu'on l'entend, généralement, qui consiste à dire que le contenu n'est jamais que quelque chose de public, que tout le monde peut voir et que l'important, c'est juste de pouvoir dire qu'il est à toi, finalement. Donc c'est ça Ok, ouais. qui était le déclencheur. D'accord. Et donc alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement avec, Personal NFT? Est-ce que déjà tu peux pour remettre un petit peu dans le contexte, de Tout à pitcher le fait. produit, Alors, Personal NFT, c'est une plateforme en marque blanche. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on travaille, pour d'autres. On est, une méthode, une façon de créer, des contenus, cryptés.
Et en fait, ce que l'on va faire avec Personal NFT, c'est qu'on va permettre à des gens qui veulent vendre des NFT, donc qui veulent minter, toutes sortes de NFT, de rajouter une couche de contenu sécurisé. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est que tu vas acheter enfin, tu vas vendre un NFT, tu vas dire, voilà, et pour accéder au contenu, tu vas avoir besoin de créer, une connexion sécurisée entre toi, propriétaire du NFT, et le fournisseur de contenu. Donc on va créer un tuyau, crypté, dans lequel tu vas être le seul, en fait, à pouvoir profiter du contenu. C'est un espèce de token gating, mais incraquable. En gros, de manière très concrète, les NFT que nos clients proposent sont accessibles à travers un téléphone, un device, donc c'est soit un Android, soit un iOS, mais uniquement sur un device. C'est-à-dire que moi, je t'achète ton NFT, j'accède au contenu, qui serait des images, des vidéos, des lives, enfin tout ce que tu veux, sauf que je suis le seul au monde à pouvoir y accéder sur mon téléphone. Je peux pas faire de capture d'écran, je peux pas enregistrer l'écran, je peux rien liker du tout, je peux profiter de l'expérience que tu me proposes, et je suis le seul à en profiter. Et si je décidais, de te prêter ou de prêter à quelqu'un d'autre mon NFT, du coup mon objet digital, il disparaîtrait de mon téléphone. Il serait re-encodé pour le nouveau téléphone. Donc on a vraiment créé une couche en plus de la couche NFT. La couche NFT gère la propriété. Nous, on va gérer ce qu'on appelle le viewership, c'est-à-dire qui voit quoi. Donc c'est exactement comme quand tu lances un film sur Netflix, en fait, tu payes tu payes un abonnement qui te permet d'accéder à des contenus et tu es le seul à pouvoir accéder à ce contenu parce que tu as l'abonnement. Bah là, c'est exactement pareil. On garantit qu'il n'y a qu'une seule personne à la fois qui est capable de visionner ou d'utiliser le contenu du NFT. La OK. vraie différence, juste la petite parenthèse pour les gens un peu plus techniques, la vraie différence avec le token gating, qui fait un peu la même chose, aujourd'hui, on dit: «Ouais, mais c'est vrai que tu» c'est qu'en fait, le parti pris, c'est de dire n'importe quel développeur un poil malin est capable de hacker n'importe quel contenu qui circule dans un navigateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je token gate une vidéo que j'accède à travers mon Chrome ou n'importe quel navigateur, je suis potentiellement capable de l'extraire et du coup de la liquer. Le fait de passer, sur un système d'encryptage fort sur un téléphone portable, sur un smartphone, fait que j'ai aucune entrée pour pouvoir faire ça. On sécurise en fait, le transfert de données, de bout en bout, un peu comme quand tu vas au cinéma par exemple. Quand tu vas au cinéma, ce que les gens savent pas forcément, c'est que tu rentres dans ta salle, le projecteur, il reçoit des fichiers cryptés qui voyage encrypté du lieu de production concrètement jusqu'au projecteur, et c'est le projecteur lui-même qui va décrypter pour le projeter sur l'écran. Donc tu as aucun endroit avant dans lequel tu pourrais extraire le contenu et en faire, une copie, par exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que tu vois, c'est des screeners, c'est-à-dire des gens qui vont filmer derrière le projecteur, en fait. Mais le contenu digital, lui, il est entièrement sécurisé. Ben, on a refait exactement la même chose sur, une base NFT, quoi. C'est très clair, moi super, je trouve ça super pertinent donc au top. On en a parlé avant, vous vous adressez beaucoup à tout ce qui va tourner autour de l'art, mais en fait avec cette nouvelle couche-là de sécurité encryptée, ça pourrait, s'adapter, enfin du contenu, à tout type de contenu comme des documents confidentiels, comme, pour des entreprises, classiques, du médical, Tout à fait. enfin bref, vraiment, parce qu'aujourd'hui vous, quelle clientèle vous allez vouloir, toucher dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, c'est en fait, quelqu'un tel, on pourrait toucher. Effectivement, tu as un peu fait le spectre, c'est tous les gens qui produisent du contenu et pour qui le contenu est important. Je vais te faire un exemple, tout bête. Imagine que tu veux faire un NFT avec une vidéo que tu possèdes. Il se trouve que, dans le passé, je sais pas quoi, tu as eu une vidéo ultra exclusive, de Michael Jackson en backstage d'un concert, qui s'amuse avec sa guitare, et cetera, et que tu aies 20 minutes de Michael Jackson que personne n'a jamais vu. Tu vois? C'est un truc, bon, admettons que ce soit ça. Tu dis: «C'est très bien, ça a de la valeur puisque c'est une star, c'est du contenu exclusif, personne n'a jamais vu, et cetera, et cetera. Je veux le monétiser en NFT». Maintenant, la question, c'est comment tu monétises ça en NFT pour toi le vendre, et puis pour le mec qui va te l'acheter, qu'il soit sûr, en fait, que si jamais il le revend, la vidéo, elle aura pas leaké. Donc lui, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter le NFT, donc ça, c'est tout à fait normal, mais après, pour accéder au contenu, on met en place toute la structure qui fait qu'il pourra en profiter. Il peut inviter ses amis le soir en disant après dîner: «Attends, vous savez quoi? J'ai 10 minutes de Jackson, personne ne les a jamais vus». On s'assoit sur le canapé, on les regarde. Par contre, si je décide de revendre le NFT, l'acheteur est sûr que le NFT la vidéo n'a pas leaké parce qu'elle ne peut concrètement pas leaker. Donc tu maintiens un second marché sur des vidéos, qui elles-mêmes sont pas, doivent être exclusives.
L'exemple idiot étant, imagine exactement la même chose, la même vidéo, si elle leak sur YouTube, le NFT n'a plus aucune valeur. Tu vois? Puisque le seul intérêt, c'est pas d'être le propriétaire, le seul intérêt, c'est de pouvoir être le seul à l'avoir, en fait, et de pouvoir en faire profiter les gens autour de toi ou d'en faire un usage commercial privé. Donc enfin, un usage commercial géré. Donc c'est ça qu'on construit. Donc on parle à qui? On parle à des gens qui font des films, on parle à des gens qui font des œuvres d'art, parce qu'effectivement, l'art, c'est peut-être le sujet le plus intéressant, parce que si tu veux qu'on en parle 2 minutes, Ouais, il y a un très, très gros malentendu, en fait, autour du NFT art, en tout cas vu de l'angle des artistes. C'est-à-dire qu'on a associé, une technologie qui concrètement est une technologie de tokenisation qui dit: «Bah, voilà, aujourd'hui, je suis capable de distribuer des tokens et de leur donner un propriétaire et éventuellement de les transférer et de leur donner une valeur sur des places de marché». Donc très bien, ça c'est super cool, ça permet de faire de la spéculation, de faire plein de choses. On y a associé des médias paradoxalement assez simples, donc que ce soit des images, et cetera, et on s'est dit: «C'est de l'art, puisque c'est juste de l'image que tu achètes», parce que en tout cas, c'était présenté comme ça, même si c'est pas la réalité des faits. Du coup, on a appelé ça de l'NFT art et il y a plein d'artistes qui se sont dit: «Bah, regarde, il y a de l'argent, donc on va faire des œuvres d'art comme ça», et cetera, et cetera. Ce qui fait qu'on a créé, en fait, un marché pour des œuvres d'art qui artistiquement ont rarement, quoi que ce soit d'intéressant. Typiquement, quand tu achètes un NFT, un Bored Ape, admettons que tu puisses t'en acheter un, c'est pas tellement l'Apes lui-même qui va t'intéresser, c'est l'appartenance au club, c'est le fait qu'il y a Snoop Dogg, c'est le fait que tu montres que tu as 2 millions d'euros parce que tu l'as acheté. L'art lui-même est pas forcément au cœur de l'expérience. Et quand tu es artiste, on parle à quand même pas mal d'artistes sur ce sujet-là, il leur manque en fait un espace de dire: «Mais moi je suis artiste, je sais faire quelque chose, j'ai une performance que je veux mettre en place. Maintenant, comment je fais pour garantir que j'ai des collectionneurs qui payent pour profiter de cette expérience vraiment et de manière one to one avoir une relation avec eux?» Et bien effectivement, ça nous permet de créer ce genre de canal-là, de créer des œuvres d'art d'un nouveau genre dans lesquelles, l'acheteur a un lien direct avec l'artiste, de manière sécurisée et privative, avec tout ce que ça implique de vidéos live, de ticketing, de tout ce qui va être inclus en fait dans les œuvres digitales de demain. ouais. Hem c'est typiquement, là, par exemple, on est en train de lancer, on est en novembre, on va annoncer ça à Montpellier, le 19 novembre. C'est des expériences phigitales dans lequel il y aura des œuvres physiques qui seront associées à des NFT qui eux-mêmes proposeront du contenu exclusif, du coup, avec notre technologie, qui sont là pour augmenter l'œuvre. Et dans ce contenu exclusif, tu vas avoir en fait très probablement un lien direct à l'artiste, c'est-à-dire tu vas avoir la possibilité éventuellement de parler ou de poser des questions à l'artiste ou d'être donc comme le lien est privatif, fermé et exclusif, l'artiste peut quelque part parler à X personnes. C'est pas un truc qui est complètement ouvert, et ça, c'est dans l'œuvre elle-même, dans le NFT, enfin dans le contenu que l'on gère nous-mêmes. Ouais, C'est ouais, ça qui ouais. est super intéressant. Super. Et alors ça, par exemple, pour les artistes, qui sont pas forcément toujours, et même parfois rarement quand même, des gens de la tech, ce genre de techno qui commence à arriver, alors je parle du NFT en général et puis même de ta solution, de ce que vous Mmh. faites avec Personal NFT. Comment ils le reçoivent? Est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce qu'ils ils s comment ça se Bah, passe? en fait, il y a quand tu dis les artistes, c'est souvent compliqué parce qu'il y a eu plein de tentatives, il y a eu plein de choses qui se sont faites, il y a eu beaucoup d'argent qui a été gagné sur les NFT par des fois des artistes, ce que je ressens dans les contacts que j'ai, c'est qu'il y a une notion de perte de contrôle de la part des artistes. C'est-à-dire que souvent dans les projets NFT, artistiques, même ceux qui ont très bien marché, tu sens que l'artiste a dû faire énormément de compromis par rapport soit à un ingé ou un commercial ou un marketeur, enfin en tout cas quelqu'un qui lui explique: «Voilà, moi je viens du monde NFT, j'ai la communauté, j'ai la techno, j'ai tout ce qu'il faut. Fais-moi confiance, produis-moi juste un truc et c'est moi qui vais faire toute l'expérience finalement et c'est moi qui vais te trouver des acheteurs». Alors effectivement, ça ramène de l'argent quand ça marche bien, mais par contre, de la part de l'artiste, l'expérience artistique qu'il va produire est quand même très loin de ce qu'il aurait fait et de ce qu'il comprend. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est, un jeu d'outils, une plateforme pour laquelle, au final, l'artiste va être maître de la production de l'œuvre. Donc on va avoir une expérience artistique quelque part plus libre de la part de l'artiste. Par contre, le pendant de tout ça, c'est qu'au final, tu n'es plus forcément en phase avec les codes de la communauté NFT actuelle. C'est-à-dire parce que tu es plus du tout en train de vendre la même chose, tu pas forcément mais le pari, c'est qu'il y a un moment, l'œuvre elle-même et l'implication de l'artiste seront assez forts pour intéresser, pour attirer des acheteurs et notamment, le graal qu'on essaie tous de craquer, depuis le début, c'est les acheteurs de la vie réelle.
C'est-à-dire nous, pour te faire un petit peu ce qui est peut-être un retour sur ce qu'on a vécu qui peut être utile à d'autres. Personal NFT, c'est une technologie et on a une galerie d'art qui s'appelle Wallburners, qui implémente cette technologie aujourd'hui, qui est en live, hein, on a vendu des NFT qui utilisent la technologie, qui est dédiée au street art. Et quand on a fait notre première collection, on a organisé une soirée à Paris et on a invité pas mal de collectionneurs de la vie réelle. En fait, enfin, je dis des collectionneurs de la vie réelle, c'est des gens, tu vas chez eux, ils ont des tableaux faits par des street artistes. Donc typiquement des gens qui étaient des gens à qui on aurait voulu vendre des œuvres. Et qui sont venus à la soirée, qui sont très contents, qui ont rencontré, en plus on avait des artistes qu'ils connaissaient, donc ça se passait plutôt très bien. Et puis au niveau des ventes, c'était un petit peu déceptif, parce qu'en fait on s'est rendu compte en discutant avec eux après, malheureusement, que quand tu es aujourd'hui un collectionneur de la vie réelle, admettons que tu comprennes, et c'est déjà pas super évident, que l'œuvre digitale a une valeur intéressante. Tu dis voilà, pour moi l'œuvre digitale elle m'intéresse, je reconnais l'artiste, ce qu'il a fait en digital, allons-y. Le fait de l'acheter en NFT aujourd'hui t'emmène sur un chemin qui fait super peur. Tu es obligé d'avoir un wallet. Tu comprends pas ce que c'est. Donc tu vas faire un wallet pour l'expérience. Derrière, on va te dire il faut acheter dans une monnaie que tu connais pas. Bon, très bien, enfin, admettons que ce soit de l'Ether. Déjà, le fait de transférer des Ethers, donc on avait des gens qui t'aidaient à faire des wallets. À partir de là, on te permet d'acheter en Ether à l'instant du mint. Donc, si l'Ether il vaut 5000 à l'instant du mint, toi, tu profites de ton œuvre. Contrairement à des gens qui font de la spéculation, les mecs, a priori, ils achètent une œuvre parce qu'ils ont envie de la garder. Donc, ils sont en train de se dire, je la revendrai du coup forcément en Ether à un instant T plus un an, par exemple, en sachant qu'entre les deux, l'Ether, il peut faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, si on avait eu cette conversation il y a un an, on serait tous super emballés parce que l'Ether avait pris je ne sais plus quel pourcentage. On est en train de l'avoir aujourd'hui où concrètement l'Ether est à peu près arrivé à 1500, à 1200 euros. Donc tu es en train de dire à un acheteur d'art, viens dans le monde digital, viens acheter des artistes que tu connais, je vais essayer de te ramener sur un terrain sur lequel tu es familier, mais par contre, on va introduire tout un tas de variables que tu contrôles absolument pas, avec des mots compliqués, avec des plateformes compliquées, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, on perçoit comme étant une grosse limite. Donc le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment de dire on va partir dans l'autre sens. On va partir non plus sur du NFT au sens bien vas-y, on fait du art NFT, mais plutôt dans le sens le NFT est un débouché potentiel pour une œuvre d'art digitale. On va essayer de discuter avec des artistes en disant, bah voilà, qu'est-ce que tu veux produire comme expérience digitale? Nous, on a une plateforme qui te permet de créer ce lien avec des collectionneurs. Donc, à toi d'inventer une œuvre qui soit suffisamment forte pour collectionner, le collectionneur ait envie de l'acheter. Et puis, de l'autre côté, on va dire au collectionneur, bah, écoute, déjà, tu la payes en euros. C'est-à-dire qu'on est capable de te fournir une facture. C'est quelque chose que tu peux potentiellement défiscaliser parce que tu es dans un monde à peu près connu. On va pas la minter tout de suite. On va te créer un environnement dans lequel tu profites de ton œuvre digitale, du contenu avec notre technologie où tu veux, sur ton téléphone. Elle est à toi, elle est cryptée, il n'y a que toi qui peux la voir. Tu peux la transférer d'un téléphone à l'autre, mais c'est toi qui l'as. Si tu veux la revendre en euros, tu la revends en euros sur une place de marché, etc. Si tu veux, par contre, la minter pour la faire arriver sur la blockchain et la vendre en tant que NFT, le système est prêt, il y a juste un bouton mint. Sauf que tu mintes concrètement au moment où tu décides de vendre. C'est-à-dire que tu te prends plus quelque part la variation du change, tu commences à vendre tu mintes au moment où tu vends. Et ça simplifie absolument tout. Parce que tu es en train de dire à quelqu'un qui a l'habitude d'acheter quelque part du physique, bah écoute, on est dans les mêmes codes, sauf que tu achètes une œuvre digitale. Bon, ça, il faut qu'il. Et puis, bah, soit tu la vends en euros à quelqu'un qui est comme toi, qui est convaincu de l'artiste et qui est convaincu de l'expérience, et qui du coup va avoir une œuvre unique, puisque, comme on s'est dit, c'est ce qu'on appelle un digital unique. Quand je te le passe, je ne l'ai plus. Et par contre, si tu penses qu'effectivement la personne en face se dit oui, mais moi j'ai envie de la mettre sur OpenSea, etc., ou sur une place de marché, bah là, à ce moment-là, tu mintes et la mécanique est intégrée et tu te retrouves avec un NFT que tu peux derrière dispatcher. Donc ça, c'est là où nous, en tout cas, on essaye d'aller, qu'on essaye d'expliquer à un certain nombre d'artistes, et c'est un discours qui s'entend. Le positif, c'est que du coup, ils reprennent la main sur l'expérience, ce qui est génial pour eux, c'est que d'un seul coup, ils font de l'art, en fait. Ils disent, bah, moi, écoute, là, ça me parle, parce que je peux imaginer des choses. Quand je dis faire de l'art, ça veut dire que là, bah, pas plus tard que ce matin, j'avais une conversation avec quelqu'un qui me disait, mais moi, c'est génial, parce que là, je suis capable de prendre une implication où je vais commencer une œuvre sur 6 mois, par exemple, et je vais y travailler un peu tous les jours, je vais mettre une caméra devant, et il n'y a que les propriétaires du digital unique qui vont être capables d'accéder à la vidéo, etc. Et que pendant que je travaille, éventuellement, certains pourront communiquer avec moi. Et l'œuvre, ce sera ça, en fait. C'est pas tellement l'œuvre finale, c'est le C'est process. l'expérience. C'est Ouais. l'expérience. Donc lui, ça lui donne ça. Donc c'est très intéressant. Le collectionneur, il a un lien vers l'artiste réel et privé et privilégié parce que crypté, parce que exclusif. Donc c'est super intéressant.
Le pendant entre guillemets, «négatif», c'est que, on est en train d'aller chercher des collectionneurs, des vrais, entends-moi bien, je j'enlève rien aux collectionneurs NFT, mais des gens qui sont réellement intéressés à l'art et à l'artiste. Donc du coup, c'est quand même une spéculation beaucoup moins brutale et beaucoup moins, intéressante a priori, que ce qui s'est fait dans le monde NFT où tu faisais du flip, super rapidement et tu margeais très, très vite. Donc ça, Ouais, c'est notre approche, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Pour ça que je te dis, on est un peu OK. disruptif étonnamment parce que dans ce monde-là, on propose du vieux qui aujourd'hui devient, paradoxalement très innovant. Non, non, c'est super intéressant et par rapport à ça, alors au-delà des collectionneurs et des artistes, est-ce que c'est envisageable pour vous de travailler avec, des boîtes qui lancent des collections, NFT qui pourraient se rapprocher un petit peu des types d'artistes que vous pourriez faire pour leur proposer d'implémenter la techno, personnelle NFT ou Alors ça, c'est un très bon point parce que c'est là où je pense qu'on a une vraie carte à jouer. Hem, le constat qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, quand tu lances une collection de NFT, la courbe généralement, tu as un pic d'intérêt, tu as une roadmap qui a été promis, tu as quelque chose et puis inéluctablement ça descend parce qu'à moins qu'il y ait vraiment, je veux dire un Ponzi, une rentabilité qui permet de vivre, et les gens luttent en fait contre cette descente. Donc une des façons de lutter contre la descente, c'est de rajouter du contenu, de rajouter quelque chose d'intéressant en fait. Tu dis voilà, attends, là l'artiste il va s'impliquer, c'est pas juste à la vente, mais tous les mois il va faire un truc ou toutes les semaines. Donc du coup, aujourd'hui, on peut discuter avec des gens qui ont déjà minté des NFT sans aucun problème et leur dire: «Bah, sur des NFT existants, on est capable de mettre en place une solution cryptée, à travers Personal NFT qui est en marque blanche». Du coup, tu auras pas notre marque, hein, tu auras juste, on aura juste la capacité à sortir, l'appli qui va bien avec la marque qui va bien, autour des collections qui vont bien et d'un seul coup, bah, le créateur du NFT pourra rajouter du contenu exclusif pour les propriétaires. C'est un espèce de super token getting avec du contenu ultra exclusif. Et là, effectivement, il y a une valeur immédiate, qui ferait normalement remonter l'intérêt, en fait, pour telle ou telle collection. yes et au-delà, alors moi, c'est la question que je me posais, on sent qu'il y a une vraie passion, derrière, avec tout ce qui va toucher, à l'art et en l'occurrence, c'est quand même très pertinent, la techno personnelle NFT par rapport à ce que ça peut apporter. Par contre, au-delà des domaines artistiques, comme je disais un petit peu tout à l'heure, qui pourraient, toucher en fait, énormément d'autres domaines, est-ce que vous, c'est des choses qui vous intéresseraient de, pas de scaler, mais de vous ouvrir à d'autres domaines ou, en fait, voilà, l'art, c'est vraiment, là où vous voulez, vous déployer, à plein temps? Non, alors il y a vraiment d'autres domaines. C'est une conversation qui est compliquée parce qu'en fait, je sais pas qu'elle est compliquée, c'est qu'on a tendance à regarder le monde du NFT avec un prisme qui est quand même super serré et de voir ce qui a marché, de voir là où ça a rapporté beaucoup d'argent. Et malheureusement, ou heureusement, les recettes qui ont fonctionné sont difficilement applicables aujourd'hui pour plein de raisons. On va pas rentrer dans le marché lui-même. Du coup, ce que nous, on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'ouvrir les portes à d'autres, méthodes de distribution de contenu et de monétisation de contenu. Quelque chose sur lequel on est en train de travailler de manière assez concrète, c'est comment tu transformes des objets physiques dans un musée en des objets digitaux intéressants pour des collectionneurs. Par exemple, tu vois derrière moi, il y a un screenshot, c'est des appareils photo. On a un projet sur lequel on travaille qui s'appelle 99 Cameras Club, où on prend 99 appareils photo iconiques, 1 par jour et l'idée, c'est d'en faire des versions digitales et derrière de proposer, à des gens, qui sont pas forcément des fous, des acheteurs NFT ou des spéculateurs, de dire: «Bah, puisque vous êtes intéressés aux appareils photo anciens, pourquoi vous ne feriez pas votre propre collection finalement d'objets digitaux?» Donc tu captures l'essence de l'appareil avec une belle vidéo, avec des explications, avec quelque chose d'intéressant. Tu le crées sous forme de carte un peu justement à la NFT, un truc un peu ludique et puis tu dis: «Bah, voilà, je veux avoir tous les Leica, tous les Hasselblad, tous les machins», ou alors tu crées des combinaisons. Ça, c'est vraiment transformer quelque part une collection d'objets physiques en objets de collection, digitaux. Maintenant le pourquoi c'est intéressant, pour nous, c'est qu'à partir du moment où tu parles à des passionnés dans le cas présent des appareils photo, le pourcentage de gens qui sont réellement dans le NFT est archi minime. C'est-à-dire que déjà, tu es en train de dire s'il y a 100 personnes qui s'intéressent aux appareils photo, si tu leur expliques que tu peux en acheter des versions digitales, j'ai envie de te dire, s'il t'en reste 10, c'est déjà beaucoup. Mais bon, tu peux arriver à expliquer à 10 personnes que, écoute, c'est chouette. Mais si dans ces 10, il te faut des gens qui ont effectivement acheté du NFT, qui ont un wallet, etc., tu retombes à une demi-personne. Donc l'idée, c'est quelle est la structure qu'on peut mettre en place pour que tout ceci fonctionne en euros, de manière simple, de manière ludique, de manière pas chère, etc., etc., et potentiellement derrière atterrissent en NFT si le mec le décide ou s'il y a un vrai engouement.
Et donc ça, typiquement, le travail sur les musées, c'est quelque chose qu'on est en train d'analyser. On a un certain nombre de musées, de grandes marques, c'est assez marrant. Tu as des horlogers qui font ça, tu as de la mode évidemment qui font ça, qui ont des musées privés, dans lesquels les objets, sont NFTisables à mort, parce que le sac de telle marque, tu peux l'imaginer. Souvent les marques se disent: «Oui, mais est-ce que le transformer en NFT, c'est pas, finalement une fausse bonne idée? C'est-à-dire que je rentre dans un monde qui ne me correspond pas avec de la fraude et cetera et cetera. Est-ce que je vais pas aller chercher une population qui, pour la peine, est dans la spéculation?» alors que 90 de mon public finalement est aujourd'hui est pas dans ce monde-là. Du coup, je les exclus. Le fait de passer par une solution comme la nôtre qui est pas, immédiatement NFT, mais qui est plutôt contenu centrique, on va dire ça comme ça, permet de mettre en place justement des objets digitaux intéressants qui peuvent ensuite, poum, atterrir sur la blockchain s'il y a besoin. Ouais, Alors on est d'accord, c'est pas décentralisé, c'est centralisé autour de la marque, on n'est pas dans du Web3 natif, et cetera. Par contre, on est sur un usage qui est beaucoup plus proche, de la vie réelle et des consommateurs de la vie réelle. Donc c'est un premier pas qui est quelque part super intéressant. Donc effectivement, les musées, on est dessus. D'autres sujets, alors on a été contacté par toutes sortes de choses, hein, enfin toutes sortes de choses, c'est pas gentil de dire ça, bah, par toutes sortes de projets. Notamment des avocats. C'est-à-dire à partir du moment où tu commences à dire à la planète entière que tu fais des contenus cryptés, tu as tous les avocats du monde qui viennent te dire: «Non mais c'est super, on va pouvoir échanger les documents». Aujourd'hui, on n'a pas trouvé un use case, sur lequel on s'est mis d'accord, enfin, on n'a pas été, sollicités. On a été contacté par pas mal de cinémas et des gens qui vendent des tickets. Parce qu'en fait, les mecs se disaient: C'est assez raisonnable de, j'achète le ticket en NFT et j'y associe un contenu exclusif». Là aussi, on a pas mal tourné et au final, c'est des industries qui sont tellement fragmentées dans qui a les droits de quoi, que tu as pas à faire à l'échelle, de la création de contenu, entre guillemets «intéressant», et durable. C'est-à-dire tu fais des NFT, mais en fait, tu ferais des tickets papier, ce serait pareil. Il y a pas de vraie durabilité du NFT. Donc non, là-dessus, je pense, pour répondre à ta question, parce que ça fait longtemps que je parle, il y a plein de use cases potentiels. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est, des gens qui sont prêts à disrupter ces industries-là pour partir sur du digital, des objets digitaux de collection avec la vraie compréhension de ce que ça représente. Mais ça va venir, je pense juste qu'on en avance sur notre temps, aujourd'hui. c'est toujours une histoire de Le au-delà de timing, la ouais. pertinence de la solution, c'est le timing, quoi. Enfin, franchement, Bah, c'est toujours un peu la même chose, des fois, tu peux, enfin, j'en ai vu pas mal, hein, des projets qui passer, moi, que je trouve super, hein, mais en fait, le timing de la technologie, le timing de la clientèle, enfin, en fait, il faut que ça puisse répondre à tout ça pour que la symbiose puisse se faire et c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours évident. Pour arriver sur la fin là, du coup et du use case, de Wallburners. oui, Si tu bah, peux le présenter un petit peu? Wallburner, ce qui était intéressant, c'est que c'est donc une place de marché street art. Donc, si tu peux aller sur le site, je sais pas si tu peux partager Ouais, ton écran, on si va on y peut aller tout de regarder. suite. Tac. Voilà, donc là, on arrive sur le site de Wallburners. Oui, alors Si Wallburner, tu c'est peux effectivement une plateforme, hein. C'est une plateforme de street art qui fonctionne, qui vend du NFT. Donc on travaille par collection. Si tu descends un peu, tu vas en travailler avec des artistes, assez intéressants, sont tous des graffeurs ou des street artistes, ou des artistes urbains, comme on dit. On fonctionne par collection. Si tu descends en bas, par exemple, il y a une collection, la première collection qu'on a fait qui était super jolie, encore un peu plus bas, avec, voilà, La liberté guide dans le peuple. Si tu appuies sur Explore, tu vas tomber sur, un catalogue. On a travaillé avec 6 artistes qui ont fait des œuvres street art, en fait, autour du tableau de Delacroix. Par exemple, si tu cliques sur celui-là, voilà, très bien, ça c'est un artiste italien qui s'appelle Andrea Ravomattoni qui a fait un travail, très chouette dans un urbex en Italie. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait des extractions de ces œuvres-là, donc là, tu en as 3 par exemple, qu'on a vendues à des raretés différentes. Tu vois? Donc si tu cliques par exemple sur View Free Content, alors ce qui est intéressant là, c'est que tu vois en fait l'image qui est en haut de l'écran, elle est en basse résolution, ça c'est écrit dessus en plus, low resolution. En dessous, tu as d'autres images qui sont du contenu exclusif, mais si tu regardes là, tu as à peu près 20 secondes de contenu, alors que l'interview, elle dure plusieurs minutes, et cetera. Tout est en basse résolution. Donc en gros, quand tu achètes chez Wallburners ce NFT-là, comme l'ont fait les gens sur la droite, hein, là, si tu regardes, tu as le lien Etherscan, donc si tu cliques par exemple sur le numéro 1, tu verras que c'est effectivement un vrai NFT. Pour accéder au contenu, donc ça, donc là, tu vois, ça c'est le contenu en basse résolution qui est disponible sur Etherscan. Le propriétaire de ce NFT-là, lui, a accès à tout le contenu en haute résolution, les vidéos complètes, la géographie de l'œuvre, etc., dans une appli, qui est l'appli Wallburners, que tu télécharges. Et en fait, une fois que tu possèdes le NFT, bah, tu transfères ton accès du site que tu vois là
vers ton appli et c'est dans ton appli que tu vas profiter du contenu complet. Que tu auras les tickets pour les expositions, que tu auras les lives si jamais, l'artiste devait faire, un live depuis son atelier, que tu auras la possibilité de chatter avec lui s'il a accepté que tu chattes avec lui. En fait, tout le lien, toute la partie réellement intéressante, toute la partie contenu est exclusive dans l'appli et tu peux en fait passer ça d'une appli à l'autre, d'un téléphone à l'autre, en sachant qu'il n'en aura jamais un qui fonctionne. C'est-à-dire que si, un exemple, par exemple, tout bête, là, notre ami Andrea Ravomazzoni, il habite au nord de l'Italie, moi j'habite à Paris, j'ai son œuvre, il organise une expo quelque part, à Milan, je ne peux pas y aller, bah, je peux te prêter mon contenu, donc à travers cette mécanique-là, il quitte mon téléphone, il est recrypté pour ton téléphone et c'est toi qui as le QR code généré à la volée qui te permet d'accéder à l'événement, parce que tu es sur place. Donc toute cette mécanique-là, si tu veux, sont gérées à un niveau au-dessus du niveau NFT, au-dessus du niveau propriété, donc on appelle ça le viewership, nous, et c'est cette logique de contenu qui est séparée en fait du ownership. Donc ça offre beaucoup, beaucoup d'opportunités pour cette interaction de contenu, pour ces contenus riches. Chose que le NFT en général ne propose pas par construction. Super. Bah, je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives, enfin, je pense et j'espère, des couches qui vont venir se rajouter pour toujours rapporter des choses, en fonction de, bah, des spécificités et des use cases qu'il y aura derrière. Mmh. Donc, c'est super. On va arriver sur la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais voilà, comment tu vois 2023 avec Personal NFT? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui vont arriver? Alors oui, 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 nous, enfin évidemment, il y a des trucs intéressants. Aujourd'hui, on est en train de sortir, en fait, en termes de plateforme, on est passé d'une plateforme qui était fonctionnelle et assez simple à une plateforme qui est assez complète. Donc là, on a une appli sur iOS, on va sortir l'appli sur Android très, très vite. Donc effectivement, les œuvres seront disponibles sur les 2. On a mis en place tout le paiement, euro, donc facture, donc tout ça. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur des modèles phygitaux dans lesquels on va, mettre en place un drop sur le web, à travers la plateforme, en même temps qu'une expo en galerie. Et tu pourras acheter ton NFT soit sur le web, parce que tu es sur la waitlist en Ether, soit la payer en euros dans la galerie. Et finalement, tout ça se rejoindra. Donc, c'est vraiment ce mélange entre digital entre physique et digital qu'on essaie de créer. Donc, la plateforme est prête pour ça. Et enfin là, en fin d'année, début d'année, effectivement, on aura au moins notre premier drop physique avec la galerie, l'ancienne galerie qui s'appelle Elia Galerie à Paris, qui ont pas mal d'espace. L'idée, c'est de proposer des œuvres physiques associées à des NFT que tu pourras acheter en euros, en Ether, et tu auras au final une sortie physique et une sortie digitale, histoire d'avoir quelque chose de réellement complet et de réellement excitant pour tout le niveau de collectionneur. Donc c'est effectivement assez innovant et c'est ce qu'on veut démontrer là en tout début d'année, quoi, enfin, en fin d'année, début d'année prochaine. Super, bah, très bon mot de la fin. Je te remercie pour ton temps, Federico et pour le partage et puis Bah, je te dis à merci à bientôt. toi et à bientôt.